Dans ce monde, nous sommes tous à la recherche d'expériences de vie. Le problème, c'est qu'il nous faut de l'argent pour financer ces expériences. Moi, c'est Cédric Froment. Froment comme le blé, l'argent ou comme le spéculateur libre. Je trade et j'investis sur les marchés financiers depuis plus de 15 ans. Dans ce podcast, qui est souvent adapté d'une vidéo de ma chaîne YouTube, vous découvrirez les comportements qui font que les riches sont riches. Allez, nous voilà partis dans le Trader Mindset que cette semaine j'ai nommé « Êtes-vous le player, l'arbitre ou Dieu ?» Donc, il faut savoir que cette semaine, je sors de plusieurs jours de mastermind dans lequel j'ai échangé non-stop avec, il y avait des investisseurs, des entrepreneurs et 90% d'entre eux avaient des résultats qui étaient littéralement insolents. Et pourtant, je me suis rendu compte que c'était des humains comme tout le monde, ce ne sont pas des super-humains, ça reste des humains, c'est-à-dire qu'ils sont tiraillés par leurs propres émotions et doivent faire face à de nombreux problèmes. Par contre, il y a quelque chose qui les différencie de toute la masse. C'est pour cela qu'on peut les appeler, moi j'aime bien appeler les personnes qui ont ce mindset le top 1%. Et c'est vraiment cette histoire de mindset, encore une fois, qui va les différencier du reste du monde. Donc ce fameux top 1%, c'est une chose que le reste du monde ne sait pas, c'est que pour avancer, pour réaliser des choses, il faut bien sûr avoir une vision, mais que cette vision doit se dérouler sur 3 niveaux de conscience. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de 3 niveaux de conscience ? Je sais que vous vous posez probablement cette question puisque la plupart du temps, on évolue sur un seul niveau de conscience. Mais quand on est dans un acte de création, quand on essaye de faire vraiment des choses qui sortent de la matrice, on est littéralement obligé d'entrer dans ce niveau sur ces 3 niveaux de conscience. Donc, je vais reprendre la lecture. Toute création ou organisation repose sur des joueurs, des arbitres et les concepteurs des règles du jeu. Les personnages qui marquent l'histoire ont cette capacité d'évoluer sur ces 3 niveaux à la fois. Cela va à l'encontre de ce qu'on l'a toujours appris. Car dans notre monde, on a besoin de poser des étiquettes pour s'y retrouver. Ainsi, un joueur ne peut être en même temps un arbitre, sinon il y aura conflit d'intérêts. Ce fonctionnement des choses est sain lorsque l'on souhaite faire carrière dans la matrice. Il permet de se faufiler dans un univers où les 3 types d'intervenants existent déjà et assurent une structure stable. Donc, la structure stable, c'est notre société. Alors, la question que je peux vous poser, c'est quelle place occupez-vous aujourd'hui dans la matrice ? À travers l'histoire, dans toute forme d'organisation humaine, il y a toujours eu 3 types de postes permettant la survie et donc, je vous l'ai dit, la stabilité de la dite organisation humaine. Donc, le premier poste, c'est le joueur. C'est celui qui crée directement de la richesse pour le pays. Que l'on parle du patron ou de l'ouvrier ou de tout ce qui se trouve entre le patron et l'ouvrier, tous ont la tête et les pieds liés à une dynamique de création de valeur. Ils doivent s'allier et non se combattre car ils luttent dans le même camp. Ensuite, le deuxième poste, c'est ce qu'on pourrait appeler la fonction publique dans notre pays qui est censée jouer le rôle d'arbitre en faisant respecter les règles du jeu qui sont elles-mêmes créées par l'État. Donc, le but de la fonction publique est de faire respecter le cadre de jeu des players, ce qui apporte de la fluidité à l'appareil productif. Lorsque l'arbitre empêche le joueur de s'exprimer, ou pire, lorsque l'arbitre se prend pour le joueur, c'est que vous êtes en France. Donc c'est de l'humour, bien sûr, mais c'est un petit peu ce qui se passe en France. L'État, pas l'État, la fonction publique se met en position de création de valeur, alors que ce n'est pas son rôle, il est simplement là pour encadrer les joueurs qui, eux, créent de la valeur. Et la fonction publique est censée faciliter les joueurs pour qu'ils continuent à créer de la valeur. Or, sous cette masse de règles et de contraintes administratives, ils empêchent la fluidité des joueurs. Donc, la fonction publique présente ce genre de caractéristiques en France. Et enfin, le troisième poste, c'est l'État, aka les hommes de pouvoir, qui, eux, sont censés faire muter les règles du jeu pour favoriser l'épanouissement des joueurs.
Donc, ils sont censés disrupter les anciennes règles pour mettre en place des nouvelles règles qui vont permettre au pays de prospérer économiquement. Donc ça, c'est vraiment le but principal de l'État. C'est un petit peu à l'image de Dieu, de créer des règles pour que la matrice se réinvente et fonctionne de elle-même. Donc dans le monde actuel, vous le savez, c'est que le problème, toutes les décisions et les règles et les lois qui sont mises en place vont de plus en plus dans l'intérêt personnel des hommes qui sont au pouvoir plutôt que dans les intérêts du pays en lui-même. Et du coup, on peut assister à des conflits d'intérêts qui émergent au sein même des trois postes, mais aussi entre les trois postes. Donc dans ces conditions, l'objectif à atteindre, qui est la stabilité, il reste atteint. Pour un État, pour un pays, pour une organisation humaine, le principal objectif, c'est la stabilité et ce n'est pas l'efficience. Par contre, quand on est entrepreneur, investisseur ou tout simplement que l'on veut sortir de cette matrice, notre objectif, ça ne va pas être la stabilité, ça va être l'efficience. Et c'est pourquoi on va appeler ce type de personnage des électrons libres. Alors la question, c'est pourquoi l'électron libre doit incarner ces trois visions à lui tout seul. Alors, un électron libre est un individu qui navigue en dehors de la matrice, c'est-à-dire dans un univers où il joue et arbitre les règles qu'il imagine lui-même. En théorie, cela supprime la problématique de conflit d'intérêts des trois entités qu'on a vues, puisque l'électron libre est lui-même ces trois entités. Il incarne ces trois entités de lui-même. Donc, il ne peut pas être en conflit d'intérêts vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de sa propre matrice. C'est pour cette raison que les individus qui sortent de la matrice pour matérialiser une vision, qu'ils ont un projet de vie, ils obtiennent des résultats qui sont hors du commun, qui sont hors de la matrice. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont plus efficients, parce qu'ils sont au contrôle de ces trois postes, de ces trois niveaux de conscience. C'est donc cette capacité à mettre en interaction les trois niveaux de conscience qui différencie un Steve Jobs d'un petit entrepreneur qui est en mode survie depuis des années, un spéculateur légendaire comme Jess Livermore d'un sobre boursicoteur qui est présent tous les jours sur les forums de Boursorama, qui différencie un Elon Musk d'un Mélenchon, etc. Vous avez compris un petit peu la dynamique. Donc pour cela, il y a un secret qu'on pourrait appeler le secret de l'efficience et vous commencez un petit peu à voir là où je veux en venir. Alors, cette semaine, pendant le mastermind, j'ai discuté pratiquement 30 heures avec des humains qui naviguent autour de cette zone d'efficience. Quand on est entrepreneur et qu'on évolue en dehors de la matrice, soit on est en train de naviguer autour de cette zone d'efficience, soit on meurt. On n'a pas le choix, il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Donc, la particularité de ces personnes, c'est qu'ils sont capables de faire interagir ces trois niveaux de conscience en passant tantôt de Dieu, c'est-à-dire le créateur des règles, à esclave, c'est-à-dire l'exécutant du travail, à esclavagiste, c'est-à-dire contrôlant l'environnement et la qualité du travail. Donc j'ai délibérément pris des termes, Dieu, esclave, esclavagiste, qui sont très forts et bouleversants, mais c'est pour vous donner vraiment cette image des trois niveaux de conscience qu'il faut incarner et faire interagir entre eux sans être plus Dieu que l'esclave ou que l'esclavagiste. Il faut être les trois en même temps et mettre les trois sur le même niveau. Et du coup, est-ce que vous savez quoi ? À chaque fois qu'un de ces entrepreneurs ou de ces investisseurs rencontrait une problématique, à chaque fois qu'un électron libre fait face à un obstacle, c'est parce qu'il génère un conflit d'intérêt avec lui-même. C'est-à-dire qu'il oublie ponctuellement un des trois niveaux de conscience. Et cela, du coup, ça perturbe le système de fonctionnement de sa propre matrice et il se retrouve en guerre face à lui-même avec son petit gilet jaune. Donc pendant le mastermind, j'ai relevé une bonne vingtaine d'exemples de ce cas de figure. Donc vous voyez que on évolue autour d'une zone d'efficience, mais on est rarement stabilisé sur la zone d'efficience. C'est pour ça qu'il y a toujours des cycles, des hauts et des bas. Et l'idée, c'est de faire évoluer ces cycles autour de la zone d'efficience. Donc maintenant, je voudrais faire un petit parallèle en vous parlant de bourse et de ce trader légendaire qui s'enfermait dans son coffre chaque année au moment du réveillon, le 31 décembre.
Donc, Jesse Livermore, si vous ne le connaissez pas, lisez son livre, Mémoire d'un spéculateur. C'est extrêmement inspirant et ça va vous donner un petit peu le côté mindset derrière ce qu'il y a les transactions, c'est-à-dire l'homme qu'il y a derrière ce génie de la spéculation. Donc, Jesse Livermore est le spéculateur qui a le plus marqué l'histoire de la spéculation et de Wall Street au siècle dernier. Enfant, il était destiné à une vie de fermier. Et pourtant, il termina sa vie en étant richissime grâce à la spéculation. Donc, en lisant son livre, j'ai noté une petite pratique qui était très particulière et qui lui permettait de se raligner en à peine 48 heures avec sa zone d'efficience, mais aussi avec l'argent physique. Parce qu'il faut savoir que quand on est spéculateur, on manipule virtuellement des gros montants tout au long de l'année, mais on n'a pas vraiment cette réalité de l'argent, du cash, de ce que ça représente physiquement dans nos mains et autour de nous. Donc du coup, ce qu'il faisait, c'est que chaque année, au moment du réveillon, il se faisait enfermer par ses banquiers dans la salle des coffres de sa banque avec des millions en cash, donc autour de lui, son carnet de trade et de la nourriture. Donc, valait mieux pas être claustrophobe pour vivre cette expérience qui reposait sur un réajustement des 3 niveaux de conscience. Mais le but, c'était justement de transcender tout ça et vraiment de faire face à ces 3 niveaux de conscience. Donc, le premier niveau, vous le connaissez, tel un joueur qu'il avait été pendant toute l'année qui s'est écoulée, et bien là, dans son coffre, il refaisait mentalement tous ces trades qu'il avait soigneusement enregistrés sur son carnet au cours des 12 derniers mois. Donc, c'est ce qu'on appelle un journal de trading. Ensuite, le deuxième niveau de conscience. Il enfilait sa casquette d'arbitre pour analyser en détail toutes les erreurs qu'il avait commises au cours de l'année qui venait de s'écouler sur ses trades. Donc, vous voyez, deuxième niveau de conscience. Il aligne le premier et le deuxième niveau de conscience. Et enfin, troisième niveau de conscience. Tel un dieu, il réajustait les règles de sa propre matrice de spéculation pour faire encore mieux l'année prochaine. Donc là, en l'espace de 48 heures, il réalignait ces 3 niveaux de conscience. Et une fois ce travail de connexion terminé, et bien là, il lâchait les chevaux. Donc, il y avait quand même des systèmes d'alarme et de fermeture de la banque. Quand la banque réouvrait, le coffre s'ouvrait et là, il s'autorisait 7 jours de dépenses complètement incontrôlable dans les grands magasins. Donc tout ça, c'est pour vous dire que derrière chaque génie se cachent en réalité des pratiques qui sont tangibles. Elles sont communes chez les humains qui marquent l'histoire. Quand on étudie un petit peu le côté vraiment mindset et humain qui se cache derrière chaque réussite insolente, il y a des process et ces process, on peut s'en servir, on peut les intégrer dans son quotidien. Donc, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur les techniques de spéculation de Jesse Livermore, eh bien, je vous invite à rejoindre la formation gratuite et express de 7 jours que j'ai mis en place. Donc, le lien est en dessous, en description de cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous vous inscrivez et pendant 7 jours, vous allez recevoir un cours par jour et vous verrez, à un moment, on va pas mal parler des spéculateurs de génie, de Jesse Livermore et de ce qui se cache derrière cette éthique et cette casquette trader de génie. Et vous allez voir qu'il y a des réelles choses, des pratiques qui sont tangibles et que vous pouvez dupliquer chez vous par vous-même pour obtenir des résultats en bourse ou dans n'importe quelle autre thématique de votre vie qui seront insolents. Donc, cliquez sur le lien en descriptif de cette vidéo et on se retrouve juste derrière pour les 6 leçons sur 7 jours. Dernière info avant de nous quitter, tous les liens dont j'ai parlé dans cette version podcast figurent dans le descriptif. À la prochaine.